Et salut toi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un podcast encore débat, discussion. Et aujourd'hui mon invité ça va être Zoé Ababou. On va parler ensemble d'inspiration. Et si j'ai choisi Zoé, c'est parce que c'est une meuf qui a une inspiration de malade. Avec déjà rien que sa saga Borderline que j'adore et dont je parle tout le temps. Aujourd'hui Zoé, tu as 4 tomes qui sont sortis, qui sont d'ailleurs divisés en 5 bouquins, c'est bien ça ? Ouais. Et puis tu vas bientôt clôturer ta saga avec un 5e tome ultime. Et sinon, en fait, t'as un blog, le Coin des Desperados, où tu parles de ta saga, de tes inspirations, mais aussi où tu as un carnet de voyage où tu nous partages tout ton parcours, en fait, de vagabonde. C'est ça. Je cherchais le mot de routarde. Chercher un mot un peu mieux que vagabonde quand même. mais c'est ça où tu nous parles vraiment de tout ce qui fait l'essence même de Borderline, qui est le voyage et puis la vie rock'n'roll quoi en gros. C'est ça. Et puis tu vas bientôt reprendre la route pour pouvoir nous alimenter encore plus ce blog et nous faire découvrir encore plus tes aventures de petite routarde. Je sais que tu as hâte. Oh putain oui. Du coup, si j'ai choisi de te demander à toi de venir pour le podcast où on parlait inspiration, c'est parce que pour moi, t'as une vision totalement différente de l'inspiration par rapport à celle que j'ai et dont j'ai pu parler dans les podcasts de ce mois-ci. Parce que toi, tu me dis si je me trompe, mais avant d'être auteur, t'es surtout en fait la maman de Borderline, quoi. En gros, ce qui te fait vivre, on va dire, en tant qu'auteur, c'est pas le fait d'être auteur, c'est le fait d'écrire Borderline, quoi. C'est vrai que ça a commencé, qu'est-ce que tu veux, ça a commencé par là, et quand tu commences avec un truc d'une telle ampleur et que t'as 14 ans, et c'est quelque chose qui prend une place tellement phénoménale dans ta vie, en fait, que c'est ça qui compte avant tout. Écrire, j'ai toujours écrit comme tous les auteurs quoi, mais voilà, ça s'est réveillé tellement tôt et j'ai commencé ce truc tellement tôt que j'ai grandi avec, que je me suis nourrie de mon œuvre autant qu'elle s'est nourrie de moi. Et oui, c'est pour ça que c'est quelque chose de complètement majeur et que j'ai même, on va dire, adapté ma vie plus ou moins à ce que j'avais envie d'écrire. C'est un peu ça la particularité, on va dire, c'est que c'est pas nécessairement en fait que je me sers de mon expérience pour écrire, c'est plutôt que j'ai envie de parler de certaines choses et que je me suis pas contrainte, on va dire, parce que j'en avais envie, mais que je me suis tournée vers certaines expériences pour après pouvoir en parler avec toute la vérité, toute la force que le vécu et que quelque chose que t'as connu personnellement, que tu peux posséder, quoi, on va dire. Donc j'ai vraiment fait ma vie plus ou moins en fonction de ce livre. Donc je sais pas si c'est lui qui est ma maman ou si c'est moi qui suis sa maman ou là, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est indissociables, ça c'est clair, quoi. Justement, c'est là où j'ai vraiment envie que les gens qui nous écoutent en fait comprennent ça, c'est que ta vision va forcément être totalement différente d'un auteur qui, comme moi, va passer d'un projet à un autre. Il n'y a pas forcément de lien entre les projets, donc du coup, nous, notre source d'inspiration va être totalement différente de la tienne, qui, de toi qui vis en fait à travers cette saga-là, quoi. Et du coup, c'est totalement différent. T'as besoin de trouver l'inspiration. Enfin, je sais même pas si t'as besoin de trouver l'inspiration. Justement, c'est toi qui vas nous le dire si t'as besoin de trouver l'inspiration ou si tu te laisses juste totalement guider par tout ce que tu ressens depuis que t'as 14 ans, justement, par rapport à ça, quoi. Le truc, on va dire, c'est que Travis, le personnage principal de Borderline, c'est mon idéal. Bon, c'est mon idéal. C'est un mec qui est complètement, qui veut être libre, on va dire. Et être libre, c'est une quête qui est énorme. C'est une lutte contre soi-même, contre ses peurs, contre tout ça. Et ça a été mon guide, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour pouvoir ressembler à ce mec-là, puisque c'est mon idéal, je me suis forcée, moi qui étais une jeune fille, tout ce qu'il y a de normal, j'ai vraiment voulu passer pas du côté obscur, on va dire, bien que ça en fasse quand même partie du coup, mais voilà, je me suis forcée à sortir de la gentille petite fille pour me rapprocher de plus en plus de ce mec-là, de ce qu'il incarne, de sa, je sais pas, de son je m'en foutisme,
voilà, un mec qui est prêt à aller au-delà des limites pour savoir qui il est, pour éprouver le monde, pour vraiment chercher sa propre vérité et aller débusquer la liberté loin à l'intérieur de lui. Pas juste se rebeller contre le système ou je ne sais quoi, mais vraiment lutter contre son propre ego, tous ces trucs qui t'entravent en fait et que voilà, tes peurs principalement, ta gêne, ta timidité, j'en sais rien, voilà en fait. Et je me suis laissée guider par lui en fait. Je me suis laissée guider et plus ça allait loin en fait, plus je sais pas comment dire en fait. C'est en fait au final c'est un personnage que tu avais qui était déjà là et en fait il t'a permis de grandir, de te construire. Ouais. C'est oui, ça. je me suis complètement construite par rapport à lui, quoi. Parce que je trouve qu'il est vraiment plus, voilà, il est plus beau, plus intéressant que moi, tout simplement. Moi, ma vie, elle est, enfin, voilà, ma vie, c'est ce que c'est, mais bon, c'est la sienne qui m'intéresse. J'ai vraiment le sentiment, en fait, d'avoir été choisie pour raconter son histoire, et c'est son histoire qui m'intéresse, et tout ce que je lis, tout ce que j'entends, tout ce que j'expérimente, c'est quelque chose qui va nourrir en fait sa vie à lui et qui va nourrir Borderline. Tout ce que j'ai appris, toutes les phrases, tu sais, quand t'es en train de lire un autre livre et qu'il y a une phrase qui te fait tilt en fait, bah toutes ces phrases là, je les ai relevées, ou quand je faisais mes études de philo, c'est pareil, des fois tu tombes sur une phrase et tu te dis putain là il y a une vérité là, donc je la notais et derrière après je la travaillais pour l'incorporer déjà d'une à ma propre vie et ensuite pour l'incorporer à la vie de Travis et le faire grandir avec ce que moi j'apprenais en fait. Donc c'est une espèce d'osmose et d'imprégnation permanente de mon expérience, de mes lectures, de mon vécu, mais aussi on va dire que voilà, selon ce que je voulais que lui y vive ou pas ce que je voulais qu'il vive à vrai dire, mais quelqu'un de toute façon qui cherche à aller au-delà de toutes les limites, il va forcément être confronté à certaines expériences, et ça va le mener de plus en plus loin. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi, à vrai dire. C'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. Et une fois que t'as lâché les chevaux, de toute façon, tu peux plus t'arrêter en fait. Tu reviens plus en arrière. Tu regardes plus en arrière et je suis vraiment très très loin de celle que j'étais et j'ai pas la moindre envie de m'arrêter en fait, quoi. Et ouais, mais tant mieux pour le livre, quoi, parce que je vois par exemple l'ayahuasca, je pense que si j'avais pas commencé, comme Travis, hein, avec la vraie dope et compagnie, arrivé devant, voilà, quand je suis tombée sur l'ayahuasca, je pense que j'aurais eu peur, je pense que j'aurais, voilà, tergiversé, je sais pas quoi, alors que là j'ai fait comme lui, quoi. J'ai été en fonçant droit dedans, sans peur, sans rien, et j'ai fait le truc jusqu'au bout, en fait, quoi. Donc voilà. Ça, je te connais, on a déjà discuté ensemble, donc du coup je sais à peu près la réponse que tu vas me donner, mais pas tant que ça. Je sais que t'as voulu vivre toutes les expériences que Travis a vécues pour pouvoir en parler et ainsi de suite, mais à quel degré tu avais vécu ces expériences avant et du coup t'as voulu parler de ce que tu avais vécu, et à quel degré tu as vécu ces expériences parce que tu avais envie d'en parler et du coup t'as voulu les faire pour te renseigner sur le livre en fait. Genre par exemple sauf si t'as pas envie d'en parler bien sûr, mais par exemple pour la dope et ainsi de suite, est-ce que tu l'avais déjà vécu avant de te dire je vais en parler dans mon bouquin, ou est-ce que t'as un petit peu testé parce que tu savais que tu voulais écrire dessus quoi? Ben, bon, encore une fois, la réponse, elle est pas noire ou blanche. Le Oui. truc, c'est que de toute façon, c'est quelque chose qui m'attirait depuis toujours, mais même très très jeune, j'avais une fascination pour les punks à chiens, pour les junkies, pour les marginaux, pour tout ça. Mais voilà, il y avait quand même une espèce de barrière, on va dire, parce que voilà, j'ai pas grandi dans les cités ni quoi que ce soit, je suis quelqu'un de tout à fait basique, avec des parents normaux, bon bref. Mais voilà, il y a un moment où j'ai senti, et tout a coïncidé, si tu veux, en fait, tout a coïncidé. J'ai commencé, j'ai vu Taxi Driver, j'ai lu Fight Club, j'ai commencé à, voilà, et j'ai eu des tas d'électrochocs comme ça, et c'est le moment, si tu veux, où j'ai commencé à me tourner vers la dope. C'était au lycée, tout simplement, et tout est arrivé en même temps. Et donc, je dirais pas que je me suis forcément tournée vers la dope pour pouvoir le raconter derrière dans Borderline, mais si j'avais pas eu ce personnage en tête, je pense pas que j'aurais été aussi à fond que ce que j'ai fait. Je pense pas. Après, pour ce qui concerne l'ayahuasca, j'étais déjà en train d'écrire Borderline, donc quand je suis tombée dessus lors de mon premier voyage. Ça, par contre, je caressais vaguement l'idée quand même que Travis y rencontre un vieil Indien, mais bon, à l'époque, c'était franchement un vague cliché de cinéma. Ça tenait pas debout, c'était de la merde, c'était lamentable quoi. Mais il se trouve que moi, dans ma vraie vie, ça m'est arrivé en fait de tomber sur Wish, hein, le chaman qui est dans Borderline. Je suis tombée dessus pour de vrai en fait, dans ma vraie vie. Et après, je me suis rendu compte. À la base, je pensais vraiment écrire juste un
one shot, quoi, un one shot. Je pensais pas faire toute une saga, mais voilà, quand moi j'ai croisé la route de l'ayahuasca et que je me suis rendu compte du potentiel de cette plante. À mon retour, je continuais à écrire et voilà, je me suis rendu compte qu'après la mort de Tyler, en fait, voilà, Travis, il se dirigeait vers l'ayahuasca, tout simplement. Et c'est là, en fait, voilà, c'est là que ça a commencé à prendre une part si importante dans la chose et que je me suis rendu compte que je partais sur une saga parce que le mec, il allait devoir partir dans la jungle avec le chaman et essayer de se guérir grâce à l'ayahuasca, donc tu vois, c'est compliqué comme réponse, c'est l'un dans l'autre si tu veux, voilà. Ah ouais, en fait, je pense que ça vient aussi du fait que toi, au final, c'est l'œuvre de ta vie un petit peu et c'est l'œuvre de ta vie et puis ta vie c'est cette œuvre, c'est un mélange des deux quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, elle te guide autant que tu l'as guidée quoi, autant que tu parles de tes expériences. Donc c'est en fait t'as une relation où c'est même pas comme un auteur classique où nous on va dire entre guillemets, je vois pour moi des fois j'arrive un peu à décrocher, à plus penser au travail, du coup à plus à être cherché en train d'être en train de chercher l'inspiration et ainsi de suite. C'est difficile. On enregistre le matin est difficile apparemment. Mais bon bref, je peux faire pause à un moment donné, me dire mon cerveau c'est bon, je vis ma vie, j'ai ma vie personnelle, ma vie d'auteur. En fait toi les deux sont totalement liés, t'as pas de limite, vu que tu parles de choses que tu vis, que t'as vécu, de trucs qui t'inspirent dans ta vie de tous les jours, la quête de liberté de Travis, c'est la tienne quoi en fait, et du coup t'as pas un bouton on-off en fait. Toi, tout est source d'inspiration pour toi. Mais honnêtement, je vis à travers lui. Et puis je vais te dire une chose là, par exemple, tu vois, cet hiver, cet hiver, j'hésitais à soit rester, voilà, au niveau financier, c'était tout simplement plus raisonnable, on va dire, de rester chez moi, de finir le dernier tome, Borderline 5, de le finir tranquille chez moi, machin. Et en fait, je me suis rendu compte que non, quoi, que j'avais certainement pas déjà en moi ce qu'il fallait pour lui donner toute sa puissance. C'est le dernier tome, évidemment, il va y avoir un tas de dénouements, il faut que ça pète sa mère, tu vois ce que je veux dire. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait non, il fallait que, voilà, pour offrir à ce dernier livre tout ce qu'il lui faut pour vraiment claquer et faire la déflagration finale, il faut que je me barre en fait. Parce que la vie sur la route et les nouvelles expériences que je vais avoir, et ne serait-ce que l'état d'esprit dans lequel t'es quand t'es routard et que t'es loin de tout ce que tu connais, et que voilà, t'es tout seul, je sais pas, t'es tout seul avec ton sac et ton truc face au monde et face à l'inconnu. C'est ça en fait dont ce livre a besoin. C'est ça dont ce livre a besoin. J'ai encore des expériences à faire, j'ai encore des choses à comprendre pour comprendre Travis même, et arriver à ce que ce dernier livre ils disent tout ce qu'il y a à dire, tout simplement. Donc c'est aussi pour ça en grande partie que j'ai décidé de repartir pour un an cet hiver, parce que c'est ça, c'est les conditions qu'il faut pour que ce livre il atteigne toute son ampleur et toute sa vérité quoi. Donc on est encore en plein dedans quoi. T'as vraiment besoin de vivre le truc à fond quoi. Toi l'auteur ermite qui sort jamais de chez lui, qui reste dans sa piole, c'est pas du tout ce qui marche pour toi quoi. J'ai pas le combustible qu'il faut dans ces cas-là. Après, je m'imprègne d'autres manières quand même. Je lis toujours énormément et comme je te dis, dès qu'il y a une phrase qui me fait tilter quelque part, je la note et je la retravaille après pour moi derrière. Parce que voilà, il y a une vérité dans cette phrase que je veux absolument excaver jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire, et vraiment l'incorporer à mon œuvre, l'incorporer dans l'esprit de Travis, qu'il la travaille, tu vois, pas juste la répéter ou la plagier, ça n'a pas de sens, mais je veux vraiment la comprendre de fond en comble et écrire et développer une idée de quelqu'un d'autre. Pour moi, voilà, écrire dessus, c'est la meilleure manière de se l'incorporer, même pour soi, je veux dire, d'avoir une compréhension profonde de l'idée qui t'a marqué, quoi. Donc voilà. Mais non, effectivement, ça me suffit pas, et c'est même aussi une question d'état d'esprit et d'atmosphère, quoi. Enfermé chez soi dans sa petite zone de confort, à, voilà, faire ses petites 4 heures d'écriture le matin, et puis après, voilà, je sais pas, voir ses potos, regarder une merde à la télé le soir. Non, ça va pas, c'est pas les conditions qu'il me faut pour écrire surtout la grande finale quoi, c'est pas possible. De toute façon, on reste sur le personnage, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est entre guillemets, mais le personnage rock'n'roll que tu es en fait, c'est ça, c'est que
ton bouquin est rock'n'roll, tu parles d'un personnage rock'n'roll, mais en fait c'est parce que toi aussi t'es rock'n'roll et toi t'as besoin de tout ça pour pouvoir t'enflammer, quoi. C'est que... Oui, ben ouais, je te dis, il pourrait pas... Ce qu'il dit Travis, il pourrait pas dire les choses avec tant de foi et tant... Ce serait pas crédible, je pense. Si moi-même j'étais pas quelqu'un qui croit profondément en ces choses-là, dans le fait de je sais pas, de foutre des coups de pied dans la norme en permanence et et voilà, d'aller au-delà de soi-même en permanence. Si j'y croyais pas moi-même et que j'étais une petite nana bien tranquille, je pense pas que Travis il pourrait porter cette vérité en lui. Et visiblement, d'après les lecteurs quand même, c'est quelque chose qui est réel. Ils ont vraiment le sentiment, enfin je sais pas, dernièrement par exemple, il y a une lectrice qui m'a dit voilà, Borderline c'est pas un livre, c'est un enseignement quoi. Et c'est justement parce que j'y crois profondément moi-même et que je mets en application les principes qui, aussi dingues qu'ils soient, je les mets en application dans ma vie, ou du moins j'essaye. Mais tu vois, par exemple, quand je suis pas à la hauteur, quand je m'écrase devant mon patron, ou quand, tu vois ce que je veux dire, ou quand, voilà, j'ai un petit réflexe de peur devant quelque chose, que je me sens trop accrochée à mes petits, tu vois, ma petite sécurité, bah en fait je me révolte moi-même parce que je me dis mais putain t'es en train d'écrire un truc sur un mec quand voilà tu sais qui a rien à péter de rien et toi t'es là en train de te prendre la tête sur des petites conneries et machin et mais non tu sais je me fais honte à moi-même et du coup ça me booste pour dire voilà non, c'est pas à ça que je veux ressembler, c'est pas à ça que je veux ressembler. Et puisque j'écris des choses comme ça, j'ai pas le droit de les écrire si je les pense pas et si je les vis pas, si je suis pas en accord avec ce que je prône, tout simplement. C'est super important pour moi. Et pour moi, c'est de cette manière qu'un livre, il pourra avoir un impact sur la conscience des autres lecteurs, parce que c'est pas juste des mots pour faire joli. C'est quelque chose auquel tu crois profondément, que t'as vécu toi-même. Et là, t'es en droit, on va dire, de parler de ces choses-là, parce que voilà, quand tu parles de liberté, de vérité, de je ne sais quoi, de sortir de sa zone de confort, c'est bien joli, mais c'est que des jolis mots si toi-même t'y crois pas profondément, voilà. En gros, t'es en train de me dire que ta saga, c'est du développement personnel, quoi. Oui, oui, mais honnêtement, oui, hein. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. Tu sais qu'à la base, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de toucher les jeunes, tu sais, genre les jeunes qui ont des parents qui les comprennent pas, qui sont paumés dans une vie où ils sentent qu'il y a quelque chose au-delà, mais que, voilà, leurs parents, ils disent non, mais si t'as pas un bon boulot, tu seras rien, les profs qui les démolissent à l'école, les cons de potes qui les comprennent pas et qui, voilà, tu sais, moi, j'écris pour ces jeunes-là, qui voient qu'en fait, qu'il y a une autre voie qui est possible. Que si tu crois profondément en toi-même, il y a une autre voie qui est possible, à vrai dire. Parce que moi, j'ai rien d'exceptionnel, je suis serveuse, hein, je veux dire. Je suis serveuse, c'est vraiment, c'est le plus bas échelon que tu puisses trouver, tu vois, avec caissière et femme de ménage, tu vois ce que je veux dire, je suis rien, franchement, je suis rien, quoi. Mais si moi, j'arrive, avec cette situation pourrie, des parents qui sont dans la pauvreté, tout ce que tu veux, si moi, j'arrive à faire quelque chose, à voyager, à avoir des expériences, en dehors de la normalité, tout le monde peut y arriver, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah c'est en fait c'est l'inverse du coup des pensées limitantes où justement tu montres que bah si on n'a pas la vie rock'n'roll ou ainsi de suite, si on admire voilà, c'est ça, si on admire ce que fait Travis mais qu'on le fait pas, bah c'est juste parce qu'on se bloque soi-même quoi en gros. Oui. C'est pas parce que c'est vrai que Travis a un parcours qui est très particulier quand même et qui justifie on va dire entre guillemets pas mal de choses qu'il vit. Oui. Mais ce que tu veux montrer c'est que bah y a pas besoin d'avoir été un gosse foutu en l'air pour pouvoir non puis décider de tout envoyer balader. Non, c'est sûr. Après, ce que je dis aussi dans le bouquin quand même, c'est que voilà, si tu veux suivre cette voie-là, tu vas avoir des emmerdes. Tu vas clairement avoir des emmerdes, c'est pas une voie facile, et les emmerdes extérieures, c'est pas la seule chose, c'est pas la chose la pire qui peut t'arriver. La pire confrontation que tu vas avoir, c'est celle avec ton propre ego, avec tes propres illusions, avec toi, ta propre peur, avec voilà, les révélations que tu vas avoir sur toi, qui te montrent à quel point, bah non, t'es pas aussi merveilleux que ce que tu penses, et que t'as beaucoup de chemin à parcourir. Donc voilà, moi ce que je montre, et c'est ce que la vie de Travis le dit clairement quand même, c'est que c'est loin d'être, c'est pas la voie de la félicité, pas du tout. Bah, faut être prêt, par contre faut être prêt, faut avoir faut tenir ses couilles. Hein. Mais par contre, le résultat en vaut la peine parce que voilà, tu vas vivre des moments de transcendance qui sont bien au-delà du petit bonheur de merde que tu peux avoir en t'achetant une fringue ou en regardant Netflix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça l'idée, quoi. Bah, alors, je sais que, parce que on a déjà discuté ensemble, et puis j'ai déjà entendu des interviews que t'avais données et ensuite. Je sais que du coup, tu écris Borderline, bah, depuis que t'as les personnages ensuite depuis que t'as 14 ans, que t'as une façon très particulière de faire les tomes, c'est-à-dire que tu écris des petits bouts comme ça, par-ci, par-là, et en fait, tu viens les sélectionner au fur et à mesure, donc en gros, tu n'as pas forcément
bah déjà t'as pas écrit dans l'ordre qu'il y a dans le bouquin, et pas forcément dans l'ordre chronologique et ainsi de suite. Et du coup, ma question c'est que j'ai vu un truc moi dans Borderline, c'est que en effet chaque tome correspond à un état d'esprit de Travis et qu'il évolue au fur et à mesure. Et en y allant de façon grossière, on va dire, dans le tome 1, c'est un petit con très sûr de lui qui est persuadé d'avoir la vérité vraie et que c'est un rebelle, qu'il est génial par rapport aux autres et que les autres c'est tous des cons. On va dire ça un petit peu synthétisé au début. Et moi j'ai trouvé ça tellement dingue parce que c'est super bien représenté. En fait, quand il pense ça, tu vois qu'il le pense vraiment, et quand il réalise toutes les idées qu'il avait, enfin tout ce qu'il voyait mal et ainsi de suite, quand il réalise tout ça, tu le ressens aussi exactement bien. Donc ma question c'est, est-ce que c'est un petit con prétentieux, on va dire entre guillemets, tu l'as écrit parce que toi à ce moment-là c'était ta vision que t'avais du monde et c'est pour ça que c'est super bien retranscrit, ou est-ce que tu l'as écrit une fois que t'avais réalisé que c'était pas forcément la vérité vraie, quoi? Non, effectivement c'est chronologique. C'est chronologique, c'est chronologique. Je dirais que la plupart des passages, pas tous, hein, mais la plupart des passages qui sont dans le tome 1, ça correspond à peu près à la période où... Après, comment te dire, j'écrivais de toute façon beaucoup de cahiers quand j'étais jeune et tout ça. Bon, c'était déjà du borderline, hein, mais voilà. J'écrivais un peu plus mes pensées, mes trucs, tout ça. Et voilà, je m'en suis resservi, ça, on va dire, je m'en suis resservi, c'est pas arrivé tel quel dans le bouquin, mais je m'en suis resservi pour me souvenir effectivement des pensées que j'avais quand j'avais 14 ans, que j'étais effectivement, comme tous les ados, con, imbu de moi-même, persuadé de détenir la vérité. Et oui, ce cheminement, c'est un cheminement que j'ai fait. C'est le cheminement que fait tout le monde de toute façon. Oui. Franchement, il y a des phases typiques, hein, on va pas dire, mais oui, voilà, entre 14 et 20 ans, entre 20 et 25, entre 25 et 30, et puis là maintenant, j'ai bientôt 34, donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, mais oui, c'est des phases que j'ai connues moi-même, et c'est justement pour ça, je pense que je peux en parler encore une fois. On revient sur le truc de l'expérience et machin, parce que oui, quoi. Oui, c'est des choses que j'ai clairement connues, et non, j'aime pas du tout celle que j'étais quand j'étais jeune et bête, et ça va mieux maintenant quand même si je me suis pris des claquasses dans la gueule, c'est grâce à ça que je suis redescendue un petit peu, quoi. Malheureusement, plus tu vas loin, plus rien n'est sûr, et... Oui. Mais tu trouves une autre force en toi, même si t'as pas les certitudes débiles et les illusions que t'avais quand t'étais jeune, t'as une force qui est beaucoup plus tankée. Même si t'es moins sûr de toi et que t'es moins persuadé de détenir la vérité, il se trouve qu'il y a autre chose en fait. T'atteins un cœur beaucoup plus dur à l'intérieur de toi, et ça c'est quelque chose qui ne va pas vaciller, qui ne va pas changer avec le temps, et qu'on peut pas t'enlever aussi, tout simplement. C'est aussi pour ça que je suis capable de partir loin seule pendant 1 an d'affilée, quasiment sans croiser personne, parce que cette chose, je l'ai découverte en moi, et qu'elle est là en fait, et qu'elle bougera pas. Elle bougera pas. Et c'est ça aussi voilà, dans le tome 4, Travis, il en parle de cette chose, et voilà, après toutes les séances d'ayahuasca, après avoir vu toutes ces illusions, tous ces rêves, tous ces espoirs, toutes ces vérités, même le pauvre démoli, il lui reste encore quelque chose, en fait, à quoi s'accrocher, à quoi s'identifier, en fait. Et c'est cette chose-là, quoi. Et oui, c'est quelque chose que je connais personnellement, une fois de plus. Ouais. C'est pas glorieux, hein, mais voilà, c'est la vérité. Donc, encore une fois, au final, même si t'as repris les passages, tu les as réécrits et ainsi de suite, comme tu t'es inspiré vraiment de ce que t'avais écrit à l'époque, c'est pour ça en fait que c'est aussi percutant, et que c'est en fait, moi ce que je trouve dingue dans ton truc, c'est de ça que je voulais te parler aussi avec toi, c'est que tout t'as l'impression, oui, c'est un récit de vie. Tu vois toute la vie de Travis de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, voilà. Oui. Et en fait, tu vis le truc et tu te dis, mais merde, en fait, le mec a écrit toute sa vie dans son journal intime, et c'est ça qui nous rebalance, quoi. Et c'est vraiment cette impression-là quand tu lis les passages où il est ado, t'as l'impression que ça a été écrit quand il était ado, que c'est, lui, parce que je dis lui qui l'a écrit, parce que c'est vraiment l'impression que donne Borderline. Mais en fait, au final, c'est que c'est toi qui l'as écrit au moment où tu le vivais, quoi. Et du coup, oui, je pense que c'est l'intérêt en fait de commencer quelque chose de jeune. Et tu sais, on pense que voilà, c'est plus on grandit, mieux on écrit. Peut-être, honnêtement, mieux on écrit. Non, moi ce que je veux dire, je les ai retravaillés, à vrai dire même pas, ma pauvre. J'ai encore les vieux cahiers que j'écrivais en cours de philo, donc quand j'avais 15 ans.
Et je te jure qu'il y a des passages, putain, ils sont aussi bons que ce que je peux écrire maintenant, putain, mais 15 ans plus tard, quoi. Donc, alors, on dit que l'écriture évolue, peut-être que le style, machin, bon, ça, c'est une chose, on s'en fout, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que les idées que t'as quand t'es jeune, elles ont beau être illusoires, elles possèdent une force, parce que sur le moment, tu les crois sur le moment, tout simplement. Et je trouve ça un peu dommage, en fait, de perdre ces idées. C'est les idées de la jeunesse, elles sont communes à tout le monde, et c'est un beau témoignage, en fait, de les conserver encore. Et après, enfin, voilà, les idées qui sont dans le tome 1, elles sont démontées, effectivement, dans le reste. Mais c'est pas pour autant, j'ai pas envie d'écrire juste, en fait, ce que je pense là, maintenant, de ce que je conçois comme la vérité, ou... Non, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le cheminement d'un esprit vers sa vérité. Et donc, ça passe forcément par ces phases-là. Et je trouve ça intéressant d'avoir conservé ce témoignage d'un cerveau débile de 14 ans. Parce qu'en fait, c'est vrai pour lui, quoi. Ce qu'il pense à ce moment-là, le jeune, c'est vrai pour lui. Ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a une vérité, il y a une beauté là-dedans. Il y a une pureté, même, j'ai envie de dire, une innocence qui se perd avec le temps quand on devient vieux et aigri, là, comme nous, tu vois. On est des vieux boucs, ça y est, on croit plus à rien. Ben, tu vois, ces choses-là, je suis contente, en fait, de les avoir conservées et qu'elles existent encore là dans ces bouquins, quoi. Ouais. Parce que c'est une partie de moi aussi, finalement. C'est la sincérité, c'est l'authenticité, quoi. Donc, Oui. En fait, je trouve que ça colle super bien avec ta vision du coup, je balance tout en l'air et je vais aller faire le tour du monde pour pouvoir écrire mon bouquin. Et parce que, encore une fois, c'est le vécu que t'as besoin enfin, le vécu. Non, c'est pas ton vécu que t'as besoin de dire, c'est l'expérience que tu vas faire, parce qu'au final, comme tu disais, tu vas toi-même te mettre dans des situations pour vivre le truc, pour pouvoir en parler, quoi. Oui. T'as vraiment besoin de connaître le truc pour pouvoir en parler. Oui. Oui, honnêtement, je sais que les gens, ils aiment pas trop qu'on parle de légitimité, mais là, pour le coup, avec les idées qu'il y a dans Borderline, je me sentirais pas légitime si moi-même, c'est pas quelque chose que je faisais, quand je crie à tout le monde de sortir de sa zone de confort et d'oser avoir les couilles de prendre sa vie en main et de croire en cela malgré tout, de prendre des risques pour vivre quelque chose de réel et pour atteindre la transcendance. Mon Dieu, si je le faisais pas moi-même, mais ce serait une honte, en fait. Là, je suis désolée, mais ce serait une honte de dire ces choses-là, de peut-être inciter les jeunes à prendre des risques alors que moi-même je les ai pas pris et que je suis tranquille, tu sais. Dans le canapé. Oh, mais oui, allez-y, droguez-vous. Oui, c'est ça, faites des braquages, putain, et que moi-même, c'est quoi, mais ce serait une honte, vraiment, il faut que j'assume ce que je dis, et et là je te dis, pour le coup, je suis dans une phase en fait vraiment spéciale, parce que bon, bah le tome 5, t'imagines bien que voilà, c'est le dernier opus, on dit adieu à Travis, on lui dit adieu pour de vrai, hein, faut pas rêver. Donc voilà. Et moi là je suis dans une phase, tu sais, je suis en train de c'est con, mais je suis en train de vider tout mon appart, je suis en train de me séparer de tout le passé et tout, je sais pas comment te dire, je suis en train de faire un putain de ménage là-dedans, quoi. Justement, je pense, pour accueillir ce dernier tome, peut-être moi-même dire au revoir aussi à Travis, et il faut qu'il y ait une coupure nette avec ce que j'ai pu être, pour passer à la pour suite. Conclure. Ouais. Bah oui, parce que là, ça mérite quelque chose de grandiose et quelque chose de significatif, si tu veux. Et là, ce voyage que j'entreprends, puis je te dis, j'ai envie d'aller encore plus loin que ce que j'ai pu faire dans les autres voyages, d'être encore plus ouf, tu vois ce que je veux dire. Ça va être pourtant, compliqué au bout d'un moment. Ouf, mais voilà, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter, hein, parce que tu peux pas aller trop loin. Après, non, le truc, c'est qu'après, il y a le tour du monde en 80 drogues, enfin, en 80 plantes, je crois, je vais l'appeler. Et ça, par contre, franchement, si ça marche, là, je vais te dire, Coco, tu es pas prête de m'arrêter, parce que si je pars en Sibérie prendre des champignons, prendre du peyote là-bas en Arizona, ah non, là, moi, je suis partie et je m'arrête plus, je vais te dire, non, c'est clair, quoi. Mais c'est sûr que, oui, c'est quand mais c'est ça, quand t'es l'auteur d'une saga avant d'être auteur, quoi, parce que c'est clairement ton cas. Oui. C'est sûr que quand t'arrives à la fin de la saga, ça doit te faire tout drôle, surtout que toi, tu le dis, t'as grandi grâce à Travis, ça a été ton guide, donc maintenant, c'est pas qu'il faut que tu trouves une autre raison de vivre, mais enfin, c'est à peu près ça, quoi. Bah oui, après honnêtement, je pense qu'encore une fois, c'est un passage fondamental. T'es pas censé non plus vivre à travers un personnage en permanence. Ça peut te servir quand t'es jeune d'avoir, tu sais, ne serait-ce que, je sais pas, des idoles ou des machins auxquels tu t'identifies. Mais voilà, c'est quelque chose duquel tu dois aussi te détacher si tu veux vraiment être toi-même et continuer à évoluer. Donc, je suis pas non plus traumatisée par l'idée d'arrêter Borderline, tu vois ce que je veux dire.
du moment que j'ai mené le truc à terme et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et que voilà, que Travis, son message est terminé et qu'il a le droit de s'éteindre, bah moi je dois le laisser s'en aller aussi et t'en fais pas que j'ai d'autres trucs sous le capot. J'ai vraiment d'autres trucs sous le capot. Donc j'ai encore voilà, ouais, c'est une étape, encore une fois, c'est une étape qui a duré super longtemps pour moi et bon, et voilà, mais après, je pense pas que je sois non plus traumatisée par le fait que voilà, que l'histoire soit terminée, de passer à autre chose, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas. Franchement, je pense pas. J'avais, puis on en avait, pareil, encore une fois, on en avait parlé ensemble, mais j'avais entendu dans une interview, tu disais que t'allais te lancer sur de la SF et ensuite avec une idée de robot, si je me souviens bien. Oui, ça par contre, honnêtement, je pense que je vais l'abandonner parce que ça a été déjà tellement fait que je pense pas avoir quoi que ce soit à apporter. Donc ça, puis honnêtement, là pour le coup, là j'ai vraiment peur parce qu'il faut vraiment pas parler. Quand tu commences à parler de l'intelligence artificielle, des recherches, il faut en faire énormément pour pas raconter n'importe quoi. Et vu que je déteste raconter n'importe quoi, je sens que je vais me perdre. Je l'ai déjà fait pour le chamanisme, tu vois, de lire tous les trucs. Putain, pendant 10 ans, j'ai lu tous les bouquins de ça. Tu sais quoi, je crois que j'ai pas envie de recommencer avec l'IA. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup d'autres idées qui, voilà. Après, moi encore une fois, j'aime énormément les nouvelles. J'aime énormément les nouvelles et je trouve que ça a un pouvoir, ce truc. Après, pas des nouvelles de SF ni d'horreur, parce que c'est pas spécialement mon domaine, mais d'autres sortes de nouvelles, plutôt des tranches de vie, on va dire. Tu sais, encore une fois, des marginaux, des tranches de vie qui se passent dans la rue, qui se passent dans machin. J'en lis énormément de ces trucs-là, j'adore ça, et je pense que je serais capable de sortir des trucs comme ça, donc ça me plairait énormément. Après, j'ai un autre gros projet, mais tout ça, j'en parle pas parce que c'est vraiment privé. Et après, il y a tous les livres de non-fiction aussi. Je pense que franchement, ces carnets de route, toute mon expérience avec l'ayahuasca, c'est des trucs qui sont cool et qui méritent, voilà, et je pense qu'il y a un public pour ça parce que voilà, mes voyages ils sont freestyle et que c'est cool et que je pense qu'il y a un public pour ça, donc voilà, j'ai tout ça aussi en projet, quoi. En fait, du coup, c'était à peu près la question que j'ai. En fait, tu m'as devancé. C'est la question que j'allais te dire, c'est que, du coup, là, t'es parti sur. Toi, enfin, c'est pas que tu cherchais l'inspiration, c'est que l'inspiration te tombait dessus, c'était ta vie, en quelque sorte. Donc, du coup, il y avait pas forcément besoin de se triturer l'esprit. Mais quand tu vas partir justement dans de la fiction et ensuite, où là, par contre, va falloir. Ça va être beaucoup moins naturel, on va dire, l'inspiration, parce que tu peux pas puiser sur ta vie. Du coup, c'était ça ma question. Est-ce que tu penses que tu vas devoir changer ta façon de faire? Comment tu penses t'en sortir? Parce que là, ça va être une toute autre démarche, quoi. Mais si tu restes dans la tranche de vie, finalement, tu vas continuer sur cette même démarche où tu t'inspires de ce que t'as autour de toi. Non, même les tranches de vie, ce serait quelque chose. Même les tranches de vie, ce serait autre chose. Tu sais, par exemple, je sais pas, j'aime beaucoup l'ambiance western et machin truc. Donc j'aime bien, tu sais, les histoires de, je sais pas, qui se passent au Far West ou des machins, tu sais, ou les histoires de chevaux, de cow-boys, d'indiens, Donc honnêtement, là, je le possède pas du tout ça. Donc non, ce serait vraiment de la fiction. Après, je pense. Non, je pense en être capable. Après, peut-être que je vais galérer, mais je pense en être capable de m'identifier au personnage à qui je prêterai une voix et de qui je raconterai l'histoire. Je pense en être capable, même si ça m'appartient pas vraiment propre. J'ai quand même une belle imagination, puis il y a vraiment beaucoup de choses qui m'inspirent. Il y a énormément de choses, des aspects de l'âme humaine qui m'inspirent et que j'aurais envie de traiter, on va dire, quoi. Donc non, je pense que je m'en sortirai. Et du coup, si tu fais un truc sur les westerns, on risque pas d'ici un an d'entendre parler de toi. C'est bon, je me suis barrée dans un coin d'Amérique avec un cheval. Honnêtement, sachant que l'Ouest américain c'est mon rêve, c'est juste que franchement les moyens, ça me semble quand même un peu cher si tu veux, et qu'à chaque fois je repousse parce que je préfère partir un an quelque part que 3 mois aux États-Unis. Mais t'inquiète que si ça va venir, oui, que si je me dis non mais je peux pas écrire sur l'Arizona sans avoir mis un pied moi-même dans le désert, ah ouais, je vais te le faire le coup là, ouais, t'inquiète. Donc même là, quand tu nous parles de, je vais parler de tranche de vie, mais pas un truc que j'ai vécu ensuite, tu vas quand même à un moment donné te retrouver à faire le truc à 4 pattes dans le désert, à essayer de sucer un cactus pour trouver de l'eau, quoi. Non mais ça, mais c'est fort possible. En plus, j'aime me mettre dans des situations à risque comme ça, et donc. Puis je trouve, tu sais, que c'est quand t'es dans des situations comme ça, justement, où tu peux compter que sur toi-même, que tu révèles tes vrais pouvoirs, et que tu vois aussi tes limites, si tu veux, et tes beaux principes, et tes beaux machins, c'est là que tu les confrontes au réel, en fait, et que tu vois de quoi t'es vraiment capable. C'est des choses qui m'intéressent. D'une manière générale, c'est le thème, j'ai envie de dire, que j'aborde en particulier dans tout ce que je fais. Et ça m'intéresse aussi pour moi-même de savoir jusqu'où je peux aller et ce que j'ai vraiment en moi. Donc ouais, non, j'ai pas fini mes conneries, ça c'est sûr. Mais même si, du coup,
ton inspiration c'est assez rock'n'roll et ainsi de suite. Est-ce que t'as quand même une espèce de discipline, genre là par exemple ça fait un bout de temps que t'es coincé, on va dire entre guillemets en France dans ton appartement, est-ce que tu te mets un rituel genre bon bah voilà je vais écrire tant d'heures par jour, j'ai mes rituels, j'ai ça pour préparer mon cerveau à écrire, ou est-ce que t'y vas quand tu le sens quoi? Non, bah après de toute façon quand je suis bon là jusqu'à présent je travaillais, je faisais serveuse donc pas le temps évidemment, mais autrement quand je suis chez moi dans mon appart, de toute façon la première chose que j'ai envie de faire le matin c'est de me foutre à écrire donc y a pas besoin de rituel, tu sais, je me réveille super tôt parce que je suis impatiente d'écrire en fait, je suis tellement voilà, c'est tellement donc que je me réveille et la première chose que j'ai envie de faire en fait c'est d'allumer l'ordi et d'écrire. Donc après j'écris jusqu'à épuisement des idées et épuisement physique aussi parce que mine de rien au bout de 4 heures d'écriture t'as le cerveau en compote et le dos aussi et, bon bref. Donc voilà, je m'arrête quand je sens que voilà que là aujourd'hui ça enfin voilà que j'ai dit ce que j'avais à dire et que le cerveau il fonctionne plus. Mais j'en ai envie tous les jours d'écrire en fait, donc je suis trop heureuse en fait moi de reprendre mon truc, c'est pas un effort pour moi. Après, il y a un effort un petit peu quand t'as une idée précise et que tu cherches la phrase voilà la phrase pour exprimer l'idée au mieux et tout ça, que tu la tortilles un petit peu machin. Mais bon après moi mon style il est pas spécialement fleuri ni rien. Euh, les métaphores ou tout ça, ça me vient facilement, les images me viennent dans la tête facilement, donc il y a pas d'effort et il y a pas non plus de syndrome de la page blanche ou quoi, parce que je sais pas, ça non, ça vient tout seul et il y a pas de rituel non plus, quoi. C'est, voilà, à part s'asseoir, boire du thé, fumer des clopes et être devant l'ordi, voilà quoi. Mais du coup, par exemple, en début d'année, attends, quand est-ce que t'as sorti le tome 4? C'était au mois de mars? En mars, ouais, je crois. Ouais. Oh, t'as bonne mémoire, ouais, en mars, ouais. Ouais, mais c'est parce que je l'ai eu pour mon anniversaire, donc je sais après quand c'est mon anniversaire. Ça, je m'en souviens. Mais du coup, bah non, t'étais peut-être plus en janvier, février, t'étais plus sur la réécriture, peut-être. T'étais pas sur de l'écriture. Je fais pas de réécriture encore une fois, j'en fais pas. Je fais de la correction, mais je fais pas de réécriture. Mais du coup, tout ce qui était, on en revient même, mais tout ce qui était dans le tome 4, il y avait des trucs que t'avais écrits il y a fort longtemps. Carrément, ouais. Voilà. Donc, en gros, en fait, quand tu te mets à écrire chez toi le matin au réveil et ensuite, c'est pas forcément en te disant ça va être dans le prochain tome qui va sortir, c'est juste t'as envie de parler d'un truc et tu l'écris à ce moment-là, ou tu sais déjà où tu vas le situer en l'écrivant dans... Ah non, ça j'en ai aucune idée. Non, ça j'en ai aucune idée. Après là, de toute façon, franchement, j'ai épuisé tous les dossiers que j'avais, tout ce que j'avais déjà écrit. Il doit rester quelques passages dans mon vieux cahier de mes 14 ans il faut encore que je place. Mais autrement, là, c'est de l'écriture pure désormais. Tout ce que j'avais, je l'ai casé dans les autres tomes. Donc là, maintenant, c'est de l'écriture pure. Et là, si tu veux, bon, c'est pareil, le tome 5, il va continuer de toute façon sur les fragments, des espèces de fragments. Donc par contre, là, je travaille quand même par... comment te dire, par période. Donc là je suis par exemple là avant de reprendre le boulot, j'ai quand même je sais plus combien, je dois avoir 25 000 mots déjà sur le tome 5. Donc là je suis sur la période avec Tyler. Après il y a encore la période dans le présent, donc avec quand il est en mode clodo, donc avec le jaguar, le gamin clodo, la pute la pute machin, bon bref, le chien du clodo, bon bref. Donc il y a ça à écrire. Il y aura aussi de toute façon des pensées furtive ou je sais pas quoi, des souvenirs probablement avec Wish, enfin voilà, des trucs qui vont remonter. Donc oui, là pour le moment je suis sur le truc central, on va dire toute la la fin de Tyler bientôt quand même. Donc je suis là-dessus et puis après j'intercalerai d'autres trucs que j'ai écrits, enfin ouais, on verra quoi de toute façon, mais honnêtement c'est pas compliqué pour moi ça en fait. C'est pas compliqué. Je vois, moi personnellement, tu vois, quand je vais, j'écris dans l'ordre de mes chapitres, voilà. Ouais. Donc du coup, quand je vais commencer à écrire, je sais ce que je vais écrire. Je sais, c'est tel chapitre que je vais écrire aujourd'hui. Il se passe ça dans mon chapitre, ainsi de suite. Toi, du coup, quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas écrire, on va dire, ou est-ce que c'est vraiment en fonction de ce que tu as envie de dire sur le jour même, quoi, que t'écris? Ah oui, non, mais honnêtement, là, c'est complètement freestyle. Déjà, comment te dire, à la fin du tome 4, bon toi tu t'as pas lu encore le livre il me reste tome 4. Dernier, ouais. Mais je savais pas du tout en fait bon, je sais que Tyler Elmer, ça tout le monde le sait, mais je savais, alors oui, moi je sais comment depuis le début, ça c'est sûr, mais pour en arriver au comment, j'en avais aucune idée. Et figure-toi que j'ai commencé à écrire et ils se sont dirigés vers un endroit auquel je m'attendais pas du tout. Il leur est arrivé des trucs auxquels je m'attendais pas du tout. Donc et voilà, il y a des idées qui sont venues en chemin, j'ai fait voilà, ça c'est pas mal, et j'ai même fait le lien, dire ah, c'est comme ça que Travis il en arrive là, je comprends. En fait, j'en savais rien moi-même. Donc et tout Borderline, honnêtement, ça s'est fait comme ça par contre, il y a eu aucune c'est du freestyle total. Même Tyler, pourtant on peut croire que c'est l'élément de base et que je me dis oh mon dieu, je vais écrire sur des jumeaux incestueux. Non,
Tyler, elle s'est pointée au milieu, j'ai fait ah mais putain, mais il a une sœur jumelle en fait. Ah mais mon dieu, mais ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ah. Et je le savais même pas, figure-toi. Hein. Donc voilà. Tout Borderline, c'est comme ça. Comme je te dis, oui, je s'est pointé parce que je l'ai rencontré en live et que j'ai dit putain, ce mec-là, c'est pas possible. Non, mais en fait, waouh, il est dans Borderline aussi. Oh là là. Mais tout est comme ça. Hein. C'est du freestyle total et au final, ça tient debout, tu vois, donc c'est cool. Bah c'est totalement dingue parce qu'au final dingue, quand on lit la saga on a l'impression que Tyler j'ai fait un méga plan et tu Wish sais affiché là devant mon ordi avec tous les liens. Non, rien du tout. Rien du tout. C'est Là, ça c'est et puis c'est surtout que Travis c'est le personnage principal, c'est sa vie et ensuite mais au final l'élément essentiel un peu moins dans les derniers tomes mais les éléments essentiels c'est quand même Tyler et Wish. Un peu moins dans les derniers tomes, putain, lis le livre 2, tu vas voir si c'est pas l'élément essentiel, tu vas te prendre une clacasse, je t'explique. Wouhou! Non, mais c'est Tyler en fait, honnêtement. Mais oui, je crois que c'est elle le personnage principal en fait. Travis, il vit au travers d'elle, au travers de son fantôme, le pauvre, c'est affreux. Ah là là. Du coup, c'est dingue de se dire que t'avais tout développé avant sans eux, quoi, alors qu'au final, c'est eux les éléments centraux du truc, quoi. Bah oui, tu vois comme quoi, c'est marrant. Ouais, non mais t'as vraiment une façon de faire qui fait que... Mais en fait, je dirais que ta façon de trouver l'inspiration, ta façon d'écrire et ainsi de suite, c'est la vie en fait, enfin, c'est la façon dont on vit quoi. Mais après, je sais, honnêtement, moi, je vais te dire, j'ai l'impression, je voudrais pas jouer les gueudins, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc de mystique là-dedans, et que Travis, d'une manière ou d'une autre, il existe sur un autre plan où, je sais pas comment te dire, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, voilà, j'ai déterré son histoire petit à petit, mais que, je sais pas sur quel plan, je sais pas. Puis voilà, tu sais, même en cérémonie d'ayahuasca, il m'est vraiment arrivé des trucs bizarres avec Travis, tu sais. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir été choisie pour raconter son histoire, et donc franchement, j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'écris. J'ai pas l'impression que c'est moi qui. J'ai l'impression que c'est moi en fait qui écoute son histoire et que tu sais, je suis juste peut-être un médium ou j'en sais rien. C'est un canal pour lui, tu vois. Et qu'il a quelque chose à dire et que c'est pas moi qui l'écris son truc, j'ai tout, voilà, comme je te dis, j'ai pas voulu faire rentrer le truc dans des cases en disant bon bah voilà, c'est un marginal, alors il faut qu'il soit drogué, il faut le centre de redresse. Bah non, en fait, tu sais, j'ai trouvé tout petit à petit, j'ai vraiment déterré le squelette de son existence et de sa personnalité petit à petit, tu vois. Et même là encore, je continue. Même là, le tome 5, je fais que des découvertes en fait. Donc je sais pas de quelle manière, tu vois, c'est pour ça qu'il s'agit pas de syndrome de la page blanche ou quoi, en fait. Je me mets devant l'ordi et on dirait presque que je reçois quelque chose et que je le découvre au moment où je l'écris, quoi. J'ai vraiment ce rapport-là avec l'écriture, donc bon, donc voilà. Pour certains, enfin moi je sais que c'est mon cas, pour trouver l'inspiration et ainsi de suite, ça va être quelque chose d'assez mécanique que je vais devoir enclencher moi-même. Ouais. Toi c'est pas du tout mécanique, toi c'est vital, c'est naturel au possible en fait. Bah c'est vrai, après regarde en même temps là, du coup ça doit faire 5-6 mois que j'ai pas écrit puisque j'ai fait que travailler. Je suis pas non plus, tu sais, en détresse. Et puis de toute façon j'ai fait comme ça, voilà, je l'ai commencé à 14 ans, mais tu sais, entre deux c'est pareil, quand je travaillais par exemple, je faisais des saisons en Corse pendant 8 mois, j'écrivais pas. Par contre, après, voilà, je rentrais chez moi, tu sais, pendant 4 ou 5 mois l'hiver au chômage, tranquille, quoi. Et je te jure, à la virgule près, je reprenais où je m'étais arrêtée et bam, et j'ai fait ça pendant 4 ans d'affilée, quoi. Pendant 8 mois, pas d'écriture, et pendant 4 mois, hop, je reviens, alors j'en étais où? Hop là, le paragraphe n'est pas fini, c'est reparti, quoi. Et j'ai fait ça comme ça pendant, en fait, des années, quoi, tu vois. Donc T'avais pas besoin de te remettre en selle, ça revenait directement, quoi. Mais complètement, quoi. Je relisais ce que j'avais écrit avant, je voyais où j'en étais et c'était reparti, quoi. Donc bon. Et depuis, une question, enfin, tu sais que j'ai une fascination pour l'ayahuasca. Ouais. Par contre, moi, comme j'ai pas de personnage guide, j'en ai une trouille pas possible, comparé à toi. Mais est-ce que t'as ressenti un avant-après, dans ton rôle d'auteur, avec l'ayahuasca? Parce que t'as beaucoup d'auteurs qui se lancent dans l'ayahuasca, parce qu'apparemment, ça a créé un truc quand t'es auteur en fait. Est-ce que toi t'as ressenti quelque chose? Alors écoute, moi j'aurais adoré personnellement voir des scènes géniales de mon livre en pleine cérémonie oui non, ça ne m'est pas arrivé. Le seul truc que j'ai compris en fait c'est le rapport que j'entretiens avec Travis. Et l'importance, bon ça je le savais déjà, tu me diras, mais bon ça l'a un peu plus mise à jour. L'importance voilà que ces bouquins ils ont pour moi comme un cri que tu lances au monde vraiment, mais après voilà, les choses que vraiment j'ai expérimentées avec l'ayahuasca, c'est le rapport que j'entretiens avec Travis et ce qui représente
ce qu'il représente dans ma vie. Après, c'est assez personnel et enfin bon, c'est pas que je serais contre en parler, mais je pense que là, si j'en parle maintenant, j'arriverai pas à dire vraiment les choses comme je les ai vécues. Mais il y a une fois, si effectivement, où enfin voilà, c'est l'ayahuasca qui m'a glissé dans la peau de Travis et c'était vraiment pas, mais ça j'en ai déjà parlé sur mon blog, mais c'était vraiment pas, c'était plus moi, et vraiment j'ai pleuré pour Tyler et je pensais pas, oh mon Dieu, elle lui manque, non, c'était tu me manques, c'était vraiment Travis et ça, je pense que ouais, je pense qu'il y a là par exemple il y a un avant et un après parce que il me semble que je conservais encore une certaine distance au moment où j'écrivais, alors que je me suis rendu compte en fait que non quoi, que il y avait pas de distance et que d'une manière spéciale, Travis il existe véritablement moi et que je peux me connecter à ça pour pour euh, pour écrire ou enfin voilà, pour vraiment le comprendre aussi quoi, parce que moi aussi je cherche à le comprendre au final, donc voilà. Du coup, l'ayahuasca, ça a été plus quelque chose qui est venu confirmer ce que tu pensais déjà, Oui. ce que tu ressentais déjà. Oui. Ça n'a pas été une révélation comme certains disent que c'est pour eux une révélation. Parce que toi, du coup, au final, t'avais déjà fait ton chemin, en fait. Enfin, mentalement, t'avais... Oui, de toute façon, oui, honnêtement, je sais pas quel âge j'avais, du coup, 20 ou 21 ans quand je suis tombée dessus. J'écrivais de toute façon déjà borderline, tout ça et tout. Après, par contre, j'ai appris des choses quand même grâce à l'ayahuasca qui m'ont permis de faire évoluer Travis aussi quand même. Parce que si j'avais pas connu ces choses-là, quand même, voilà, j'aurais pas non plus pu les inventer, faut arrêter. Même en me connectant, comme je te dis, à Travis ou quoi, c'est des choses que tu peux vraiment pas inventer, les états enfin voilà. Et c'est grâce à ça, si tu veux, que j'ai pu vraiment creuser la psyché de Travis de plus en plus, en le confrontant lui à l'ayahuasca et que l'ayahuasca lui fasse des révélations et compagnie. Et ça, j'aurais jamais pu aller aussi loin si je savais pas ce qu'elle était et que j'avais pas moi-même connu des choses à ce point-là stupéfiantes pour après que Travis les vive aussi et qu'ils comprennent ça j'aurais pas pu le faire. Donc à ce niveau quand même elle a vraiment, sans compter que c'est quand même un personnage principal, c'est un personnage à part entière quand même dans le bouquin, et voilà, si je l'avais pas connu moi si intimement en faisant à peu près 50 cérémonies, voilà, elle aurait pas pu avoir une telle vérité elle aussi, elle aurait pas pu l'avoir. Donc je sais pas si c'est essentiel en tant qu'écrivain, en tout cas oui c'est essentiel pour Borderline Ayahuasca, ça oui quoi. Ça a drastiquement changé sa face, ne serait-ce que c'est devenu une saga grâce à ça, autrement ce serait juste un petit one shot gentillet, voilà quoi. Du coup l'ayahuasca ça a été une expérience en plus pour ta saga. Oui, mais après après c'est devenu quand même le pivot de l'histoire. Si tu regardes, à partir du tome 2, elle est présente après d'une façon, enfin voilà, tu te rends compte combien, je crois qu'il y a à peu près 25 cérémonies, c'est énorme. C'est énorme, je sais même pas d'ailleurs comment les lecteurs ils arrivent à tenir en fait, c'est énorme quoi. Je voudrais pas me vanter mais personne n'a fait ça, intégrer l'ayahuasca dans une fiction à un point si important, tu vois ce que je veux dire, personne l'a fait quoi. Donc c'est quand même c'est putain d'énorme quoi. Après du coup je comprends vachement mieux parce que c'est vrai que moi j'avais un peu fantasmé le truc au début parce que j'ai une fascination. Je vais pas dire que j'ai une fascination parce que je suis pas allée me renseigner sur la ayahuasca comme une malade et ensuite, mais c'est un truc qui m'attire pas mal. Je suis assez curieuse de l'ayahuasca depuis un bon bout de temps. Et du coup, quand j'avais découvert ton œuvre, c'est vrai que moi, quand j'avais découvert Zoé Ababou, pour moi c'était Zoé Ababou égale ayahuasca. J'étais pas allée chercher beaucoup plus loin au début avant de lire tes bouquins. Du coup, pour moi, c'était que l'ayahuasca. Et quand j'ai lu Borderline, je me suis rendu compte que oui, l'ayahuasca est important, mais c'est pas que ça. C'est clairement pas que ça, quoi. Ouais. Et du coup, je comprends mieux ta réponse dans le sens où l'ayahuasca fait partie de la saga, c'est ça qui l'a développé, mais c'est pas que l'ayahuasca, quoi, au final. Mais oui, mais d'ailleurs, figure-toi que c'est aussi pour ça justement que j'ai toujours du mal à parler de mon bouquin et tout, parce que je sais pas malheureusement comment le classer. Je sais bien que les gens qui s'intéressent que au chamanisme, ils vont être déçus par le premier tome, parce que le premier tome, clairement, oui, Travis il sort de la jungle, il y a beaucoup de non-dits, en fait, on sent qu'il s'est passé du lourd, mais on ne sait pas quoi, il y a pas de cérémonie d'ayahuasca, oui, il y a quelques phrases que Travis se souvient dans sa tête, mais c'est tout. Donc, difficile si tu veux parce que non, c'est vraiment pas que ça. Le centre de redressement par exemple, il y a énormément de gens, c'est surtout de ça qui me parle.
c'est ça qu'ils adorent. Ils adorent le psychiatre, ils adorent la torture, Le ils adorent tout ce monologue. qui se passe. Voilà, ils adorent ces trucs-là. Et l'ayahuasca, ça passe un petit peu à côté, si tu veux, parce que, je sais pas, ils ont pas forcément d'affinité avec, ou qu'ils comprennent pas, ou que ça les touche pas, enfin, peu importe, chacun ses raisons. Mais tu vois, il y a des éléments majeurs dans Borderline. Il y a aussi quand même la période héroïne, la dope, quoi, je veux dire. Que voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est l'un des trucs que j'ai connu en premier, quand même, moi. Donc c'est difficile si tu vas vendre, parce que quelqu'un qui cherche un bouquin sur le chamanisme, un peu gentillet, un peu développement personnel, je suis pas sûre qu'il trouve son compte là-dedans. Par contre, quelqu'un qui se dirige vers Borderline pour autre chose et qui tombe sur l'ayahuasca au milieu, il se dit mais putain, mais dans quoi je suis tombée en fait, quoi. Donc j'avoue que j'ai encore un petit peu du mal à le vendre. Je suis encore en train de m'interroger sur le putain de résumé Amazon, à me dire mais mince, qu'est-ce que je dois dire pour que... Donc ouais, il y a beaucoup d'éléments qui sont quand même creusés en profondeur, ça c'est vrai. Et pas que l'ayahuasca, donc ouais. Ouais, c'est ça, mais on en revient toujours au même, c'est comme une expérience de vie, bah la vie ça se résume pas à une chose, quoi. On n'est pas un seul individu, donc t'es obligé de parler de tout Bah oui. Et de développer tout ça, quoi. Ben oui, et puis c'est vrai. Bon, après je pense qu'il y en a eu d'autres, hein, des livres, même pas des sagas d'ailleurs, mais des livres, je pense, je sais pas, au Monde selon Garp par exemple. Tu le prends, je crois, mais avant sa naissance et t'arrives jusqu'à sa mort, le machin, c'est toute une vie entière. Il y en a plein des bouquins qui parlent de voilà, bon, donc je suis loin d'être la seule à le faire. Donc je pense que voilà, ça peut Par contre, c'est pas facile à vendre, faut être honnête, c'est pas c'est pas facile à vendre comme truc. Mais oui, c'est la vie, clairement, c'est la vie, quoi. C'est pas juste, voilà. Faut demander à Proust comment il a fait au niveau com sur les réseaux sociaux pour faire en sorte ouais, je serais curieuse de voir ça. pour essayer de vendre toute une vie comme ça. C'est vrai que c'est galère. Mais oui, mais du coup, enfin, c'est ça qui est, je trouvais super intéressant de parler de l'inspiration avec toi, c'est parce que t'as pas la même démarche que les autres, parce que t'es pas dans un roman en lui-même, t'es dans une vie que tu transmets et tout ça, donc du coup c'est totalement différent comme approche et alors pour moi tu es auteur, mais alors clairement parce que tes bouquins tu fais ressortir un truc de malade et ainsi de suite, mais en fait je sais même pas si le mot auteur c'est ce qui te définit, au final c'est très vite c'est ton guide, mais au final toi t'es le guide des lecteurs, quoi, aussi, en quelque sorte, quoi. Enfin, je dirais pas que t'es gourou de secte, mais non, mais en fait c'est pas de l'écriture au sens auteur de fiction ou ainsi de suite, tu transmets une expérience, quoi, en fait, au final. Bah après, tu sais, honnêtement, moi les livres qui m'intéressent principalement, c'est quand même des livres où c'est pas juste une petite histoire divertissante. Moi, ce que j'aime quand même, c'est apprendre des choses. Et par contre, voilà, je trouve que le message passe mieux au travers d'une fiction, parce que tout simplement, c'est illustré par des personnalités. Le message est porté par des personnages qui incarnent des idées ou voilà. Donc, mais moi, ce que j'aime principalement dans les livres, c'est apprendre des choses. Et c'est pour ça, encore une fois, que je reviens toujours sur Chuck Palahniuk. Bon, j'en ai lu plein d'autres, hein, qui m'ont appris, voilà. Mais Chuck Palahniuk, il se trouve que t'apprends des tas de choses dans ses livres. Et lui, d'ailleurs, justement, il travaille aussi avec la collecte de faits, si tu veux. Il a des dossiers, un truc de malade, il a une salle entière chez lui, constituée de notes classées, qu'il a pris à droite à gauche, qu'il a entendu, qu'il a machin, sur quoi il est tombé, et il se sert de tous ces petits faits qui semblent insignifiants, pris machin, pour enrichir la personnalité de ces personnages, tu vois, et voilà. Et en fait, t'apprends des tas de choses. Figure-toi que j'ai quand même sauvé la vie de quelqu'un grâce à un livre de Chuck Palahniuk, parce que dans Choc, le mec, à chaque fois, il fait semblant de s'étouffer au restaurant pour qu'on lui sauve la vie et pour que derrière, les gens continuent à prendre soin de lui. Bon, bref, on s'en fout. Mais la fameuse manœuvre de Heimlich, tu sais, où tu te mets derrière et tu t'appuies sur le machin, j'ai sauvé quelqu'un grâce à ça, grâce à un livre de Chuck Palahniuk. Donc voilà, non, je te jure, j'ai vraiment sauvé la vie. Alors, c'était mon pote en plus, mon Dieu, il est encore vivant, heureusement, et je lui ai sauvé la vie, quoi. Bon, bref. Et voilà, tu vois, c'est un exemple peut-être à la con, mais voilà, moi ce que j'aime quand même dans les bouquins, c'est que c'est pas juste, j'aime que ça te fasse travailler ton esprit et ton âme aussi, que tu t'interroges sur ta vie, sur toi-même, sur voilà les notions de quête personnelle, de liberté, je sais pas, de libre arbitre, de les illusions qu'on peut se faire. J'aime qu'on s'interroge sur ça, en fait. Parce que c'est le genre de bouquin que j'aime lire, tout simplement. Donc je peux pas juste écrire une histoire ou voilà, un petit divertissement, puis quand tu poses le livre, après tu l'as oublié, t'as passé un bon moment, c'est vrai. Et après, j'en lis aussi des choses comme ça, mais principalement, ce qui me nourrit et ce que j'aime, c'est les livres où j'ai le sentiment d'apprendre des choses sur l'être humain.
sur l'être humain vraiment en fait. Et après il y en a plein des livres, hein. Tout ce que je lis en fait, je tombe sur des trucs comme ça, et c'est ce que je cherche en fait, c'est ce que j'aime. En fait, je dirais que ta relation avec la littérature ensuite, c'est plus ce qui t'inspire, ce qui te fait, c'est les essais maquillés sous forme de fiction. Mais en fait, le principal pour toi, c'est l'idée et pas l'action en fait. C'est vraiment l'idée qu'il y a dans le bouquin. Oui. C'est peut-être pour ça aussi que t'as pas de page blanche. C'est parce que comme c'est l'idée le plus important, toi c'est ce qui te fait vivre. Donc du coup c'est normal que tu trouves toujours de quoi parler quoi. Bah oui, et puis honnêtement, je sais pas, par exemple, quand t'as du mal à avancer dans les faits de l'histoire, ou que voilà, la route t'apparaît pas parce que tu sais pas ce qui se passe après, ça m'arrive souvent, il faut tout simplement partir dans la psychologie. Moi je sais que la plupart des bouquins, je trouve que les personnages, on n'est pas, que ce soit écrit à la première personne ou à la troisième, hein, parce que la troisième on peut aussi très bien le faire ça, je trouve que souvent les bouquins ne creusent pas suffisamment la psychologie des personnages, alors que c'est ça le plus fascinant. Que ce soit au travers d'un dialogue, au travers de pensées, au travers du comportement du personnage. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est d'être confronté à une psychologie très forte, qui va remettre justement en question, ta propre psychologie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, les motivations d'un être humain, ou au contraire ses peurs, ou je ne sais quoi. Enfin bon, vraiment le pur psychologique. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des fois, effectivement, où je me dis bon, bah là, je sais pas trop ce qui se passe derrière. Bah, je pars dans la psychologie de Travis, en fait. En plus, bon, vu que c'est écrit à la première personne et que bah voilà, c'est quelque chose qui est simple pour moi, et je creuse et je creuse et je creuse et je creuse. Et je pense que les lecteurs, c'est ça aussi qu'ils aiment, et c'est pour ça qu'ils disent que c'est très immersif, que t'as vraiment le sentiment d'être téléporté dans le cerveau de Travis. C'est ça en fait. Ouais, puis en plus, toi, Travis, c'est ton idéal, donc du coup, tu le connais dans le sens où c'est pas toi, mais c'est ce que tu aimerais être, quoi. C'est ce vers quoi tu veux tendre, donc c'est encore plus facile pour toi de définir. Bien qu'après, voilà, faut remettre les choses à leur place. C'est loin d'être un super-héros, tu sais, le mec invincible. Au contraire, honnêtement, il pleure souvent, il a beaucoup peur, il voudrait être quelque chose que lui-même il n'arrive pas à atteindre. Donc voilà, c'est loin d'être un super-héros. Donc c'est un idéal dans le sens où il poursuit la lutte. Il poursuit la lutte, peu importe ce que ça lui coûte, peu importe les révélations qu'il a sur lui-même, et voilà à quel point il peut se détester lui-même de ce qu'il découvre sur lui, parce qu'il n'est pas aussi courageux que ce qu'il aimerait, parce que il a encore des blocages ou machin. Mais ce qui est intéressant, c'est le cheminement. De toute façon, il s'agit pas d'avoir un super-héros, il s'agit d'avoir quelqu'un au contraire de profondément humain, qui lutte contre lui-même pour aller au bout et savoir qui il est. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc, voilà. Moi, je trouve que quand on est un peu perdu dans l'écriture, effectivement, descendre dans la psychologie du personnage, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, en fait. Tu creuses, et en plus, c'est bien pour l'auteur, parce que il connaît ses personnages plus en profondeur, et que c'est agréable pour lui, il fait des découvertes et tout, et que souvent, d'ailleurs, ça relance derrière, en disant, mon Dieu, il en arrive là dans sa tête, bah derrière, il peut se passer que ça dans les faits, dans les actes qu'il va avoir, tu vois. Donc, je trouve ça cool. Ouais. Et puis en plus, toi, du coup, t'as dû le faire à chaque fois que sur Travis, donc tu connais vachement bien. Oui. Est-ce que tu penses que, genre, si tu pars sur un autre projet avec un autre personnage, en fait, c'est débile ce que je vais poser comme question, parce qu'au final, tu m'as dit toi-même que de toute façon, tu vas toujours parler d'un truc que tu vas connaître, donc tu ne feras jamais la psychologie d'un personnage qui est totalement différent de toi, en fait, au final. Bah, je sais pas, regarde, honnêtement, Fletcher, par exemple, le directeur du centre de redressement, bon, honnêtement, je pense que je me lancerai pas là-dedans, parce que j'aime pas comment on appelle ça, les spin-offs, à part peut-être pour Spade, parce que franchement, moi-même, je la connais pas, l'histoire de Spade, hein, le psychiatre donc du centre de redressement, machin, que les gens aiment beaucoup. Je pense que oui, ce mec-là, ce serait vraiment intéressant. Bah, tu verras, excuse-moi, mais je reviens là-dessus, mais faut vraiment que tu lises la fin du tome 2, tu vas halluciner, tu vas halluciner. Bref. Et franchement, ce mec-là, voilà, ça c'est un personnage vraiment, je pense pas, alors oui, peut-être que je lui ressemble de certains abords, machin truc, peut-être effectivement, mais voilà. Lui par exemple, je pense pas, je pense que je pourrais vraiment m'incruster dans sa tête et dans sa psychologie et la creuser à fond sans partager ses idées, parce que moi par exemple, je sais, je suis quelqu'un d'empathique, hein, naturellement, c'est pour ça que je suis végétarienne, parce que je souffre pour les animaux en même temps qu'eux, tu vois, quand quelque chose souffre autour de moi, je souffre avec, moi je suis très empathique. Spade, il est pas comme ça. Pour autant, je pense que je serais capable de me mettre dans sa tête et d'arriver à voir le monde à travers ses yeux. Et d'ailleurs, ça me permettrait de comprendre une psychologie qui est très différente de la mienne en écrivant dessus et en la creusant. Et ce serait d'ailleurs fascinant, tu vois. Écrire sur un personnage qui est très différent de toi,
bah en fait ça te permet de comprendre les autres psychologies humaines qui existent aussi, quoi. Moi je trouve ça fascinant. Je trouve que franchement c'est l'un des c'est trop bien en fait d'être écrivain pour ça, c'est waouh, c'est fabuleux quoi. Mais il faut creuser profondément, il faut faire l'effort de voilà quoi, mais c'est génial. Là, je vais pas te contredire parce que la plupart de mes personnages sont justement. Moi, je suis fascinée parce que toi, t'as besoin d'écrire sur ce que tu vis, ce que tu es. Moi, c'est l'inverse. J'ai besoin d'écrire et je suis fascinée parce que je ne connais pas et ce qui est totalement différent de moi. Donc, la plupart de mes personnages sont à mon opposé total, en fait. Ouais. et ce n'est pas du tout un modèle pour moi. Enfin, ou en tout cas, j'espère pour mes proches. Mais du coup, j'ai l'habitude de rentrer dans la tête de personnes qui sont totalement différentes. Mais toi, comme ce serait la première fois où tu ferais vraiment ça en profondeur, t'as pas une petite appréhension, une petite peur de dire merde, comment ça va se passer, ou en fait ça t'éclate, c'est le challenge. Mais ouais, honnêtement, de la peur déjà, de toute façon, pourquoi, tu sais, y a personne qui est au-dessus de ton épaule pour juger, tu rends pas ta copie à la fin du truc. Honnêtement, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression avec l'écriture. Après, on veut tous être donner le meilleur de nous-mêmes, et moi-même je suis perfectionniste, je suis comme ça, hein, donc voilà. Mais en même temps, faut voir la chance qu'on a en fait voilà, d'être capable de transmettre en mots des idées déjà. Et je trouve ça fabuleux, au contraire, de pouvoir épouser et pénétrer dans l'esprit de personnes qui sont complètement différentes de nous. Et c'est fabuleux, en fait, ce métier. C'est génial. Et c'est aussi pour ça, justement, que c'est cool qu'on puisse écrire sur des choses qu'on connaît pas. Parce que, voilà, tu vois, oui, moi, c'est ma façon de faire. Enfin, c'est comme ça que je fais avec Borderline. Bon, c'est une chose, Borderline. Après, ma carrière, je pense pas qu'elle soit finie. Mais voilà, je pense pas qu'on doive non plus écrire que sur ce qu'on connaît. Franchement, je pense pas du tout. Je pense au contraire. Après, tu pars quand même de quelque chose. Quand t'écris un récit d'horreur, même si t'as pas vu vraiment sous ton lit, tu pars quand même de ce que tu connais de la peur, du sentiment de la peur. Tu vas peut-être essayer de régresser justement dans tes souvenirs d'enfance ou tu vois ce que je veux dire, quand t'as identifié la peur, que tu l'as vécue au fond de toi, tu vois, tu vas quand même te servir de quelque chose que tu connais pour, tu vois ce que je veux dire, le mettre dans ton récit d'horreur, ou voilà. Donc, je pense qu'on parle de toute façon quand même tous de quelque chose qu'on a en soi, tu vois ce que je veux dire, plus ou moins, quoi. Et je trouve ça génial, en fait, d'avoir la possibilité de creuser, de le catapulter dans un personnage pour que ça, justement, prenne de l'ampleur et que ça devienne quelque chose d'encore plus grand que ce que t'as pu connaître toi. C'est magnifique. Putain, mais c'est magnifique, c'est vraiment le miracle de l'imagination, de la pensée, elle a pas de limite comparée au corps, elle a pas de limite, la pensée. C'est quand même les mots, c'est la pensée, c'est les idées, c'est ce qu'on maîtrise, nous les écrivains. Putain, on a trop de la chance, quoi. C'est génial. En fait, au tout début du podcast, j'arrêtais pas d'utiliser le mot rock'n'roll pour toi. Mais en fait, je pense que c'est même pas rock'n'roll. En fait, c'est lâcher prise. C'est ça qui fait que tu arrives vachement avec l'inspiration. La suite, c'est que t'as un lâcher prise total et que tu te laisses porter par le truc. En fait, tu le réfléchis pas, t'essayes pas de t'imposer un truc. C'est tu vis le truc, en fait. Bah oui, c'est vrai. Après, bon, je te rassure, hein, du lâcher prise, je suis encore en train de travailler dessus. Je suis loin dans ma vraie vie, malheureusement. Enfin voilà, il y a encore plein de conneries qui m'énervent et quand je suis énervée, bah au secours quoi, j'arrive pas à m'en sortir. Donc le lâcher prise, voilà, c'est pas quelque chose que. Mais par contre, oui, c'est ce que je fais dans l'écriture, c'est ce que je fais quand je suis en voyage, tout simplement parce que c'est là que c'est le meilleur en fait. La plupart des gens, je pense, tu sais, ils ont au contraire un besoin de contrôle parce que ça les rassure ou qu'ils ont l'impression de maîtriser leur vie, leur destin ou même peut-être les autres, hein, tout simplement. Ils ont l'impression, tu sais, d'avoir... Mais pour moi, c'est comme des tocs, en fait. Le quotidien, tu vois, c'est comme un toc que tu répètes en boucle parce que ça te donne, tu sais, des repères. Alors qu'en fait, là où on est le plus heureux, c'est au contraire, quand on lâche l'affaire et qu'on se met entre les mains du destin ou de la fatalité, de ce que tu veux. En fait, c'est là qu'on est le plus heureux. Quand tu contrôles plus rien, c'est là qu'il t'arrive les choses les plus belles et que tu te surprends toi-même et que tu t'aimes aussi le plus parce que quand t'es en train d'essayer de contrôler, t'as toujours une petite frustration, ton esprit, il est pas tranquille, en fait, parce qu'il essaye de prévoir tout ce qui se passe, tu vois, dans son environnement, machin. Alors qu'en fait, quand tu lâches prise, advienne que pourra, en fait. Advienne que pourra. Il y a un sentiment de puissance, bizarrement, alors que pourtant, t'es juste comme un caillou qui se fait rouler dans l'océan, quoi. Mais pour autant, ça te donne un sentiment, ça doit être la liberté, quoi. De puissance, en fait. Mais en fait, voilà, advienne que pourra. Moi, je suis là, je suis entier, tu vois ce que je veux dire, et voilà, c'est quelque chose aussi, bah oui, je pense que je pratique dans l'écriture parce que c'est ça qui est bon, quoi, en fait. C'est ça qui est bon. Du coup, ton conseil, parce que à la base, le thème c'est l'inspiration, comment trouver l'inspiration. Bah, en fait, ton conseil c'est limite, cherche pas l'inspiration, elle va te tomber dessus et puis c'est là où tu vas y arriver, quoi, en fait. C'est moins tu vas la chercher, plus
plus tu vas te laisser porter par le truc. Mais je sais pas, honnêtement, j'aurais bien du mal à conseiller les autres, parce que voilà, c'est pas non plus de l'écriture automatique que je fais, tu vois, c'est pas de l'écriture automatique quand même, honnêtement. Quand je passe 4 heures, bien souvent, j'ai pondu 2 pages sur l'ordinateur, donc je sais pas ce que ça donne, mais enfin, ça fait pas grand chose, tu vois. C'est pas de l'écriture automatique où j'écris, non. Donc je sais pas si je peux conseiller ça non plus aux autres, ou de pas faire de plan, d'y aller en mode jardinier total. Honnêtement, je peux pas non plus conseiller ça. Je sais pas, je sais pas. À part peut-être essayer plus d'être, plutôt que de vouloir faire rentrer l'histoire dans des cases et de, tu sais, tirer les symboles pour que voilà, tu sais, que chaque personnage représente quelque chose et que ça colle bien tout soit bien en place. Au contraire, d'essayer d'être à l'écoute de son œuvre et de ses personnages et de se laisser porter par par eux, par l'intuition. Essayer de se relier à son intuition le plus possible. Et quand on est en galère, effectivement, parce que ça m'arrive aussi quand même d'être en galère, de lire des lectures, mais ça je l'avais déjà dit, je crois, dans un autre truc, un autre podcast, des lectures inspirantes. Ne pas chercher le divertissement à tout prix. Parfois, voilà, si tu veux traiter un thème en particulier, moi par exemple pour le centre de redressement, j'ai dû vraiment me faire chier sur la torture. Tout simplement, la torture. J'ai même lu des trucs sur les centres mince, le truc des nazis là, comment ça s'appelle? Et camp de concentration. Merci, j'étais plus. Voilà, ça, sur l'expérience de 1000 grammes, tu sais, enfin, les trucs, bon, voilà, je sais plus que, le projet MK Ultra, je sais pas quoi, tu sais, enfin, voilà, la torture, des trucs. Donc, voilà, quand il y a quelque chose qui te bloque un petit peu, ou que voilà, vas-y, lâche Netflix, lâche les bouquins divertissants, et fais l'effort de t'acheter un bouquin écrit par un psychologue sur le sujet que tu veux traiter, sortir un petit peu, tu vois, des lectures plaisir et rentrer dans des lectures plus plus spécialisées, on va dire. Moi, je sais que ça m'a vraiment donné des pistes. C'est de la recherche pure et dure, mais franchement, ça vaut le coup. Moi, je sais que ce qui se passe dans le tome 3 de Borderline, faut pas, peut-être qu'on dirait que c'est tiré par les cheveux, en réalité, non. Ce qui se passe dans les centres de redressement aux États-Unis, c'est une putain de catastrophe, et j'aurais pu être bien pire que ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas parlé viol, j'ai pas parlé machin, alors qu'en réalité, voilà, sans parler des meurtres, enfin, c'est affreux, quoi. Mais par contre, voilà, j'ai fait des recherches vraiment pour comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est torturé, dans la tête de quelqu'un qui est isolé, dans la tête j'ai fait des recherches et voilà, ça je l'ai pas vécu moi-même, hein, Dieu m'en préserve, mais voilà, j'ai fait des recherches pour donner encore plus d'ampleur à la psychologie de Travis et à ce qui se passe pour que ce soit vrai, en fait, tout simplement parce que c'est important pour moi que ce soit vrai, quoi. Donc mon conseil, ce serait ça, encore une fois, des lectures ciblées quand besoin, quoi. Même toi qui te laisse porter par le truc, on va dire en quelque sorte, il y a quand même une partie de recherche qui est là où oui, après, voilà. Encore une fois, c'est parce que ça me passionne personnellement. Moi, la torture, les problèmes psychologiques, c'est des choses qui me passionnent personnellement. Et j'aime savoir comment réagit un être humain face à une situation où justement ses principes, son honnêteté, ces machins sont remis en cause par une situation vraiment terrible, en fait. C'est comme il dit Spade à la fin du tome 1, tu sais, tu vas devoir confronter tes principes à la réalité, et on va voir justement si t'aimes vraiment Tyler, si t'es aussi fort que ce que tu le dis, si tu te prétends, voilà, si t'es aussi libre que ce que tu prétends. Voilà, on va voir si tu portes tes couilles et que tu es ce que tu prétends être, tout simplement. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, donc c'est des lectures que je fais aussi pour mon propre plaisir, bien sûr, mais voilà, c'est une lecture active où je prends des notes et où, voilà, quoi. Ouais, ça te permet aussi de sortir la tête du guidon, quoi, en fait, quand t'es dedans et que tu sais plus où aller, tu sais plus ce qui se passe, ça te permet de te sortir un peu, de voir l'extérieur, quoi, de t'ouvrir vers l'extérieur. Bah oui, complètement, et puis ça donne vraiment des nouvelles idées, hein. Ça donne vraiment des nouvelles idées, et même de faits, oui, de psychologie, ou même de ce qui peut se passer dans le roman, quoi. Donc non, moi voilà, c'est franchement mon conseil, je le répète en boucle, mais ça marche vraiment sur moi, donc ça c'est testé et approuvé. Je recommande ce produit. Sponsorisé par les recherches. C'est ça. si ça pouvait payer. C'est pas un sponsor qui paye beaucoup, mais c'est pas grave. Tu m'étonnes. Je pense qu'on a fait le tour là, parce que en fait je suis en train de regarder, ça fait déjà plus d'1 heure. Mais grave. Qu'on est en train de parler de tout ça. On va les saouler les gens. mais c'était super intéressant d'avoir ta vision à toi, surtout encore une fois que toi
pour l'instant, t'as l'expérience Ma vie et la saga Borderline, donc du coup, c'est une expérience qui est totalement différente des autres auteurs, ça a une vision totalement différente, et je trouve ça super intéressant d'avoir ton avis. Merci pour tes questions, Mel. Franchement, ça me fait trop plaisir de pouvoir m'exprimer là-dessus. Je suis trop heureuse en fait, donc merci quoi. Je pense que on va pouvoir conclure en disant que bientôt tu vas te recasser, qu'on va plus entendre parler de toi pendant un petit bout de temps, parce que tu seras sur la route pour écrire le tome 5. Donc le tome 5 arrivera quand il arrivera, quand tu auras fait ton petit tour inspiration, et que tu te seras regonflé de tout ton jus créatif, on va dire. Carrément. Et puis, du coup, vas-y. Je sais quels sont tes projets, mais je préfère que ce soit toi qui en parles, les futurs projets que t'as pour toi. Déjà, tout le monde a compris, je pense, à maintenant, c'est terminé Borderline 5, donc ça, je pense que je vais rester 1 an sur la route, selon le budget que j'ai, à mon avis, ça ferait à peu près ça. Donc j'espère peut-être le publier, j'en sais rien, en décembre prochain ou quoi, quand je rentrerai, donc ça c'est d'une. Entre deux, ce serait quand même cool que j'arrive d'une manière ou d'une autre à publier donc le fameux carnet de route. C'est, le carnet de route tout simplement, le carnet de voyage de quand je suis partie pour mon premier trip en solo quand j'avais 20 ans en Amérique latine. Il y a aussi les fameux carnets d'ayahuasca, mais je pense ça par contre que je vais reprendre depuis ma première rencontre avec la plante, donc quand j'avais 20 ans, mon retour après quand j'ai vraiment fait la diète d'ayahuasca pendant 3 mois, sérieusement je veux dire avec Wish, le chaman donc qui est dans Borderline, avec qui a vraiment existé ce mec là, et après donc là j'espère quand même sur ma route, bien que Wish ait disparu maintenant, je pense que d'une manière ou d'une autre je vais quand même reprendre de l'ayahuasca là pendant le trip qui s'annonce, donc voilà, faire un bouquin, on va dire, sur mon expérience de l'ayahuasca d'une manière globale, on va dire. Peut-être que je vais écrire un nouveau carnet de route, là, pendant les 1 an qui viennent aussi, en parallèle. D'autre part, j'aimerais bien commencer aussi mon fameux tour du monde en 80 drogues. Alors ça, je sais pas s'il faut que ce soit filmé sur YouTube, sur machin, mais voilà, l'idée, ce serait en tout cas d'aller dans tous les pays du monde où le chamanisme se pratique, et d'aller, consommer, on va dire, les psychotropes qui se prennent sur place. Et ça se fait pas trop, mais peut-être me filmer pendant ou avant, après, raconter mon expérience, interviewer les chamans de tous les pays du monde. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je suis vraiment curieuse de ça. Et là, c'est plus un projet pas journalistique, mais j'aimerais bien, honnêtement, mais il me faudrait un caméraman, malheureusement, mais je connais pas de mec là qui serait prêt à me suivre, à me filmer pendant que je fais mes conneries, mais bon, bref. Donc voilà. Après, je sais pas, peut-être que j'essaierai quand même d'être un peu présente sur mon blog, en tout cas, pendant 1 an. Oui, je serai présente, je sais pas si je vais poster des photos, je pense quand même écrire encore des articles sur tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, je m'intéresse à beaucoup de choses, et les articles, j'adore ça sur mon blog, donc continuer à écrire des articles, des photos, des machins, et peut-être être un peu plus présente sur Instagram, faire peut-être des lives avec les quelques vrais amis que j'ai, genre toi, Driller Killer, tu vois ce que je veux dire, montrer ma gueule sur Instagram en pleine jungle, dire coucou les filles, salut, ça va, je suis en Amazonie, machin, faire des petites vidéos. Je suis là. Regardez, je suis sur une pirogue, j'ai un singe sur l'épaule. J'aimerais trop, en fait, tu vois, franchement, j'aimerais trop. Après, je pense quand même essayer aussi de faire un petit Utip ou une connerie comme ça, tu sais, genre, c'est les mecs, vous croyez en moi, vous croyez en mon projet, tu sais, vous avez envie de voir un peu, tu sais, une nana solo, là, qui fait des trucs de ouf. Donc, peut-être lancer ça avant de partir, quand même, s'il y a des petits gens qui veulent un peu m'aider financièrement, sinon je dois retourner faire serveuse, et franchement, au secours. Donc, merci. Merci à votre bon cœur, monsieur Dame. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. En fait, tu vas encore te relancer dans des trucs où tu vas vivre le truc et nous le raconter, quoi. C'est ça, c'est cool, quoi. Ouais. En fait, tu vis à travers ton œuvre, et même si c'est plus Borderline, ce sera autre chose. Carrément. Ouais. C'est ça. C'est beau. C'est la belle conclusion. J'ai envie qu'on finisse là-dessus. Parce que c'est très beau. Du coup, en tout cas, merci d'avoir répondu présente pour ce petit podcast. Parce que c'était super cool. Merci. Puis à chaque fois, c'est super intéressant les discussions qu'on a là-dessus. Donc, bref, forcément, j'ai pensé à toi. Inspiration. Ça me fait trop plaisir. Zoé Ababou, quoi. C'est normal. Du coup, je te remercie. Et puis, merci à vous aussi d'avoir suivi ce podcast. Donc c'est tout pour cette semaine, et puis surtout aussi pour ce mois-ci. On a fini le mois de l'inspiration. Le mois prochain, on revient en fait avec un thème qui sera plus autour des côtés techniques de l'auto-édition. Donc tu verras si l'auto-édition c'est un petit peu fait pour toi ou pas du tout. En tout cas, j'ai hâte de faire ça avec toi. Et puis comme d'habitude, le mois se finira avec l'interview d'un auteur qui est à la fois en maison d'édition et auto-édité. Donc comme ça va permettre de voir les deux
côté, de savoir ce qui te correspond le mieux, quoi, en gros. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.